Donc merci d'abord à Joussour pour l'invitation. Merci à l'ISMAC et surtout à monsieur le directeur, le professeur Ahmed Zahir. Et merci aussi à l'ambassade du Canada qui est un petit peu aussi derrière cette rencontre. Donc en fait, le titre que vous avez, c'est un titre médiatique pour attirer un petit peu l'attention. Mais en fait, je vais faire 3 interventions. Et chaque intervention, bien sûr, elles sont complémentaires, elles se rejoignent, mais chacune a un titre. Alors, la première s'intitule « Approche théorique de la masculinité ». Qu'est-ce que la masculinité sur le plan théorique? Ensuite, je passerai à la construction patriarcale de la masculinité au Maroc. Et enfin, une 3e partie qui va traiter des évolutions et des résistances de la masculinité au Maroc. Donc voilà un petit peu les 3 conférences que je vais faire l'une après l'autre. Ça prendrait à peu près 1h45. Donc je revendique votre patience. Alors je commencerai par les approches théoriques, n'est-ce pas, de la masculinité. Alors quand on parle de masculinité, déjà pour mettre un petit peu dans le bain, si on traduit ça en arabe, comment traduire la masculinité? Il y a deux termes en arabe. Il y a le terme dhukura et le terme rujula. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? Alors, c'est très simple. La dhukura, qu'est-ce que c'est? Ce sont les chromosomes XY. Ce sont des hormones, la testostérone principalement, un pénis, des testicules et du sperme. Voilà ce qu'est la dhukura, c'est-à-dire être un mâle, dhakar. Et donc c'est un donné biologique. Nous naissons mâle ou femelle. On ne choisit pas son sexe. Ça, c'est le sexe. Par contre, quand on parle de rujula, ça envoie à la virilité, au courage, à la bonté, à la chevalerie, à la générosité. Donc ce sont là des caractéristiques positives, flatteuses pour l'homme, mais la rujula signifie aussi domination sur les femmes et violence contre les femmes. Une violence comme un instrument institué, donné à l'homme pour exercer une domination sur les femmes. Et cette violence, comme on le verra, elle est multiforme et elle est multicontextuelle. Et du coup, la relation qu'il y a entre les deux, entre la dhukura et la rujula, c'est que la rujula est une transformation de la dhukura en domination des hommes. Donc le dhakar, le mâle, est transformé en homme supérieur et dominant. Alors à partir de quelle causalité, à partir de quelle légitimité y a-t-il cette transformation? Au nom de quoi transforme-t-on le mâle, le dhakar, en homme dominant et supérieur? Quelle en est la logique? Alors là, il y a 2 grandes théories. La première, on dit le mâle est plus fort physiquement. Donc il y a une causalité biologique. Le mâle est plus fort que la femelle. Il violente la femelle, il la prend de force. Et donc cette différence, elle est fondatrice de l'inégalité. Il y a une différence biologique, le mâle est plus fort, et à partir de là, on transforme cette différence biologique en inégalité sociale. Les hommes auront donc plus de droits et plus de pouvoir. L'autre théorie, elle dit non, c'est-à-dire cette transformation de la dhukura en supériorité et en domination n'est pas un processus naturel
biologique, c'est une construction sociale. On construit la dhukura en rujula. Et là, c'est la société qui intervient. Ce n'est pas la nature qui intervient, c'est la société qui fait que le mâle est posé comme supérieur et comme dominant. Alors, voyons un peu plus près ces deux théories. Alors, il y a ce qu'on appelle, dans le cas de la première théorie, différentialiste. La première, donc, c'est la théorie différentialiste, et la seconde, c'est la théorie constructiviste. Donc, le différentialisme, d'abord, est un différentialisme physico-social, physique et social. C'est-à-dire, je vous parle d'un anthropologue célèbre qui s'appelle Lévi-Strauss. Lévi-Strauss a dit que le passage de l'animalité à l'humanité, comment le singe devient-il homme? À quel moment il y a passage du singe à l'homme? Bien sûr, il y a une évolution biologique, mais il y a aussi une loi que les singes premiers, que les hominides, que les premiers hommes ont établie. C'est la loi de l'exogamie, ou, en termes plus simples, que vous connaissez tous, la loi de l'inceste. C'est-à-dire que je m'interdis d'épouser et d'avoir des relations sexuelles des femmes qui me sont parentes, qui me sont proches, qui appartiennent à ma tribu. Et donc, c'est la loi de l'échange. Les tribus s'échangent les femmes. Je vous donne, moi, tribu A, je vous donne à vous, tribu B, mes femmes, et vous, tribu B, vous me donnez vos femmes, tribu A. Et là, ce qu'il y a, c'est que jamais, dans aucune société primitive, les femmes n'ont échangé les hommes. Ce sont toujours les hommes qui ont échangé des femmes entre eux pour qu'il y ait de la paix, pas de guerre entre les tribus. Et donc, comment cette loi s'explique-t-elle? Pour les différentialistes, seulement par la violence et par la force masculine. Parce que l'homme peut kidnapper les femmes des autres. Donc, pour arrêter les kidnappings des femmes, parce que les femmes, c'est quoi? C'est une richesse. Ce sont des objets de plaisir et ça donne aussi des enfants qui rendent la tribu plus nombreuse. Donc, avoir beaucoup de femmes, c'est avoir une richesse. Et donc, pour arrêter les kidnappings et le rapt des femmes, il y a eu cette loi de l'échange, n'est-ce pas? Et c'est parce que les hommes sont plus forts physiquement qu'ils sont imposés. Deuxième différence, n'est-ce pas, anthropophysiologique, quand on dit la femme, ça renvoie à la catégorie des l'bird. L'bird, c'est les femmes. Et la chaleur, c'est les hommes. Les hommes sont chauds, les femmes sont froides. Ça vient d'où? Ça vient du fait que le principe du chaud, de la chaleur, c'est le sang. Le sang. Les femmes perdent le sang régulièrement à travers les menstrues, les règles, n'est-ce pas? C'est une sorte de catastrophe cyclique pour les primitifs. Et ce sang féminin qui coule gratuitement n'est pas un sang valorisé. Donc plus la femme perd son sang pendant les menstrues, puis dans les lochis après l'accouchement, n'est-ce pas? Ce sang qui coule n'est pas un sang valorisé. Par contre, quand l'homme perd son sang, c'est quand il est un héros, quand il fait la guerre. Là, il est blessé. Et ce sang qui est perdu est un sang qui est valorisé, n'est-ce pas? Et il choisit de perdre son sang par courage, pour se défendre les siens. Donc la femme voit couler son sang sans qu'elle puisse le retenir. Elle est impuissante, elle perd sa chaleur. Par contre, l'homme, quand il le perd rarement lors des guerres, de manière héroïque.
Et c'est à partir de là qu'il y a établissement de cette supériorité de l'homme. Le mâle est transformé en homme dominant. Et puis il y a aussi, plus près de nous, entre guillemets, le différentialisme antique chez les philosophes grecs. Alors, pour ces philosophes, la domination masculine, elle est ancrée, elle est fondée par la biologie. Pour Anaxagore, philosophe antique, être garçon ou fille, ça vient du père. Parce que pour ces philosophes, qui sont très scientifiques, qui ne connaissaient pas encore le spermatozoïde, qui ne connaissaient pas l'ovule, c'était une biologie non scientifique, selon Anaxagore, les garçons viennent du testicule droit, le plus chaud. Et les filles viennent du testicule gauche, le plus froid. Et c'est pour cela que les garçons, que les hommes sont plus chauds et plus puissants. Voilà une théorie philosophique qui a dominé l'Antiquité, n'est-ce pas? Et qui a fait que la domination des hommes soit comprise, entre guillemets. Mais il y a aussi, dans le même cadre, mais plus profondément, on appelle ce qu'on appelle la théorie de l'unisexe. Il y a un seul sexe, il n'y a pas deux sexes. Il y a un seul sexe, c'est le sexe mâle, c'est le pénis de l'homme. Et en fait, dans cette théorie de l'unisexe, chez ces philosophes, et pendant tout le Moyen-Âge, voire même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les femmes, ce sont des mâles incomplets. La femme est un mâle, est un homme incomplet, parce que son sexe, il est orienté vers l'intérieur, mqloub. Et du coup, chez le mâle, le sexe est là, visible, bien apparent. Par contre, chez les femmes, ce même sexe est orienté vers l'intérieur, il est inverti. Et du coup, le sexe est complet chez l'homme, incomplet chez la femme. Et automatiquement, logiquement, parce que l'homme, le sexe de l'homme est biologiquement complet, l'homme doit être socialement supérieur, différent biologiquement, donc inégaux socialement. L'égalité, elle était inconcevable, puisqu'on est différent, puisqu'on est des mâles, puisque les mâles sont supérieurs complets, donc ils doivent être logiquement supérieurs par rapport aux femelles. On trouve également cette théorie reprise 20 siècles plus tard chez Freud, le psychanalyste. La femme, Freud définit la femme comme étant, elle est un manque de pénis. La petite fille voit que son frère a un pénis, elle n'en a pas. Donc elle se sent en manque. C'est comme si elle en avait un et on lui avait coupé. Et du coup, Freud dit, il y a un manque de pénis qui définit la femme et une envie de pénis qui définit également la femme. Et donc, c'est un statut psychologiquement inférieur, second. La femme dépendra toujours du mâle, elle aura toujours à chercher le mâle. Et du coup, cette anatomie, l'anatomie qui est différente, qui est différenciée, elle détermine le destin social. Les hommes seront indépendants, supérieurs, et les femmes seraient dépendantes, donc différents, donc inégaux. Et enfin, il y a ce qu'on peut appeler un différentialisme politique. Dans le sens où il y a, jusqu'à récemment, une absence quasi totale des femmes du pouvoir politique. Les femmes ont été ou seraient, selon cette théorie,
indifférente à la chose publique. Il y a le cosmos et il y a l'ego. Et les femmes seraient acosmiques, c'est-à-dire indifférentes à ce qui se passe en dehors d'elles. Elles sont concentrées sur leur corps. Et du coup, elles n'ont pas envie, elles n'ont pas désir de participer à la chose publique. Le pouvoir féminin est lié au simple pouvoir, simple entre guillemets, de la séduction, de la sexualité et de la maternité. Donc c'est un pouvoir qui se limite à ce qu'on va appeler plus tard la sphère privée. Ce pouvoir féminin, il se limite, il est prisonnier de la sphère privée, il ne touche pas, il n'aspire pas à la gestion de la sphère publique. Donc voilà un petit peu, brièvement, ce qu'on appelle la théorie différentialiste, c'est-à-dire la théorie qui explique la supériorité des hommes par la biologie. L'autre théorie, la théorie constructiviste, elle commencerait, à mon avis, chez Marx, chez Karl Marx. Chez Karl Marx et son compagnon Engels, dans un livre célèbre, attestent que les hommes n'ont pas été dominants depuis l'apparition de l'homme. L'homme est apparu, selon la théorie darwiniste de l'évolution, il y a à peu près 25 000 siècles. 25 000 siècles. Les premiers hommes remontent à il y a 25 000 siècles. Mais la domination masculine aurait commencé, selon cette théorie, il y a 60 siècles seulement. 60 siècles seulement. Donc, c'est vraiment une période courte par rapport à 25 000 siècles. 60 siècles, c'est très peu. Quand on parle d'il y a 60 siècles, c'est un petit peu le début de l'ère néolithique. Et cette ère néolithique, elle est caractérisée par le commencement de l'agriculture. L'être humain, les hommes, passeraient de la chasse et de la cueillette comme substance à l'agriculture. Et l'agriculture suppose des moyens de production, des animaux, une charrue, et ce sont les hommes qui sont accaparés ces moyens de production. N'est-ce pas? Et en même temps, et ça c'est très important, ce n'est pas dans Marx, ce n'est pas dans Engels, mais c'est une recherche que j'ai faite à côté. Jusqu'à il y a 60 siècles, on ne connaissait pas le rôle du mâle dans la fécondation. On ne connaissait pas le rôle du sperme dans la fécondation. Les gens voyaient les femmes enceintes. Comment? On ne sait pas. Des théories disant que ce sont les esprits, les ancêtres qui gonflent quelque chose dans le ventre des femmes. Et le rôle du sperme était inconnu. Et donc les femmes étaient supérieures sur ce plan-là. Ce sont les femmes qui sont fécondes. Aucun rôle de l'homme dans la fécondité féminine. Et il y a seulement 60 siècles que l'on a appris que le sperme a un rôle dans la fécondation. Et du coup, agriculture et sperme ont été concomitants pour traiter la femme comme la terre. L'homme cultive la terre et il dit « je cultive également la femme ». La femme et la terre sont mes deux terres, mes deux champs que je dois labourer et que je dois dominer et que je dois posséder.
Et donc c'est à partir de là qu'il y a commencement de la domination masculine, et il y a eu ce qu'on appelle, ce que les marxistes appellent la division sexuelle du travail. C'est-à-dire à l'homme la production, l'agriculture, les biens de consommation, et à la femme la reproduction. Même si moi je cultive, même si c'est moi qui possède la culture, c'est à la femme d'élever les enfants, de les allaiter et de les élever. Et là, il y a donc une distinction entre le domaine de la production, masculin, supérieur, et le domaine de la reproduction, féminin, inférieur. Et également, deux espaces. L'espace de la reproduction, c'est l'espace privé de la maison, et le champ de la production, du pouvoir, c'est le champ masculin supérieur. Et bien sûr, une valeur inégale est attribuée aux deux champs. Les activités productives, comme cultiver la terre, ce sont des activités qui sont valorisées. Par contre, le fait de tomber enceinte, de donner vie à un enfant, de faire le ménage, tout ça c'est féminin, tout ça c'est dévalorisé. Et c'est à partir donc de cette division du travail, n'est-ce pas, que les hommes sont devenus dominants et supérieurs. Mais il y a aussi, dans cette lignée, ce qu'on peut appeler le constructivisme féministe. Pour les féministes, surtout de la deuxième vague à partir des années 60, mais qui s'inspire d'une écrivaine très connue qui s'appelle Simone de Beauvoir, une Française, et qui a été la compagne de Jean-Paul Sartre, le philosophe. Elle a écrit une phrase célèbre. « On ne naît pas femme, on devient femme. La nuladu nisa'an, bal nusbihu nisa'an. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne naît pas inférieur, on devient inférieur. Ça veut dire on est naître, on est femelle et on devient femme. On est différente et on devient inférieur. Donc cela, il y a une transformation. Il y a une transformation de quoi à quoi? Naître femelle, ça c'est un sexe. Femelle, c'est un sexe. Mâle, c'est un sexe. On est femelle, un sexe, on devient femme, on devient un genre inférieur. Donc là, il y a un passage du sexe au genre. Le genre est une attribution sociale fondée sur le sexe. C'est la transformation du sexe en qualité, en statut et en rôles sociaux. Et pour les féministes, le sexe de la femme en tant que sexe, c'est-à-dire sa fémélité, si je puis dire, femelle, elle est femelle, ce n'est pas un sexe inférieur ou inverti, c'est un sexe différent. C'est un sexe différent, voire plus riche, parce que la femme a deux organes érotiques. Elle a bien sûr le vagin, qui est connu, que tout le monde connaît, mais elle a aussi le clitoris, qui a été considéré pendant tout le Moyen-Âge et pendant toute l'Antiquité, jusqu'au temps moderne, comme étant un petit pénis anormal, anodin, méprisable. Et c'est maintenant qu'on découvre l'importance du clitoris dans le corps de la femme, comme étant un orgasme de plaisir, comme étant le seul organe dans le corps humain
consacrée entièrement au plaisir. Et donc, toutes ces données-là, pour les féministes, c'est dire que les femmes sont différentes, mais cette différence ne doit pas être transformée en inégalité. Au contraire, pour ces féministes et pour les plus radicales d'entre elles, la féminité est une belle différence. Female is beautiful. Il y a valorisation de la féminité, de la beauté et de la maternité. Et cette différence-là, elle est à exalter, à admirer, et elle devrait donner lieu à ce qu'on appelle une discrimination positive. C'est-à-dire, puisque les femmes ont été perdantes pendant de longs siècles, il faut donc les distinguer, les discriminer, mais en leur donnant une priorité, plus de pouvoir. Si un homme et une femme se présentent à un poste, n'importe lequel, s'ils ont les mêmes compétences, il faut choisir la femme. C'est ça ce qu'on appelle une discrimination positive. Bien sûr, ce féminisme-là s'est attelé à critiquer la masculinité dominante, dominatrice, et qui est en fait patriarcale. Ce système fondé sur le père en tant qu'homme qui domine, le patriarche qui domine ses enfants et toute la famille étendue, voire toute la tribu. C'est le patriarcat. Ce féminisme-là, qui a vraiment pris son essor, son applaudissement aux États-Unis, radical, anti-cowboy. Le cowboy, c'est quoi? C'est l'homme sur un cheval avec une cigarette Marlboro qui va au bar avec son chapeau et ses pistolets. L'image de l'homme viril, de l'homme super viril, machiste. Et le féminisme radical critique cette image de l'homme dominant. Il refuse cet homme-là. Cet homme-là, il est à critiquer, il est à rejeter. Et cela est repris au niveau des universités américaines principalement. Dans les années 70, l'homme dominant, l'homme en tant qu'homme masculin, Rujula, Mashid Dokora, est devenu un objet d'étude, une question sociale, académique. Et on s'est attelé à déconstruire la masculinité. Et pour paraphraser un petit peu Simon de Beauvoir, on peut dire « on ne naît pas homme, on le devient. On ne naît pas supérieur, on devient supérieur. » Pour des raisons sociales, économiques, historiques, donc des raisons qui sont changeables, qui sont dépassables. Cela n'a rien à voir avec la biologie, cela n'a rien à voir avec la nature. Et donc pour ces féministes-là, l'homme est également construit. C'est un artefact. Artefact, c'est-à-dire un objet artificiel. Pour devenir un homme, le garçon doit devenir un homme. Le garçon, le mâle, le petit mâle humain doit devenir un homme. Et là, c'est des devoirs qui l'attendent, des preuves, des épreuves, pour qu'il se construise un homme. Il faut qu'il réussisse ce cheminement, cette ascension, si je puis dire, pour, comme avait dit l'un de mes enquêteurs, Khenifra, en 2000, pour pouvoir siéger sur le trône de la masculinité. La masculinité, pour un Marocain de Khenifra, en 2000, m'avait dit, c'est un trône, Arsh al-Rujula. Et pour s'asseoir sur ce trône-là, il faut tout un cheminement, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas un donné biologique. C'est une conquête. Et bien sûr, cette construction, elle a plusieurs dimensions. Elle a une dimension psychologique première. Alors,
Pour un psychologue américain, John Monnet, il a souligné qu'il est plus facile de faire une femme que de faire un homme. C'est comme s'il y a une continuité entre la femelle et la femme. Dans le système patriarcal, les deux sont caractérisés par l'horizontalité. Al-unta ou al-mar'a, c'est la position horizontale. Par contre, l'homme, c'est la position verticale. Il faut qu'il monte. C'est comme son érection quand il bande. Il lutte contre la pesanteur. Et l'érection n'est pas seulement un phénomène physique, biologique, c'est aussi un phénomène social. Monter, bonder, grimper, escalader, arriver au sommet. C'est important. Et du coup, le garçon, le mâle, il est né d'une femme, bien sûr. Il a été bercé dans un ventre féminin. Mais il est condamné à se différencier de sa mère. Il ne doit pas être comme sa mère. La fille doit être comme sa mère. Elle doit rester féminine, femelle. Par contre, le garçon doit changer, radicalement changer, rompre. Et il doit tout faire pour anéantir sa féminité première. Déjà, j'en parlerai tout à l'heure peut-être, dans le monde arabo-islamique qui est le nôtre, tant que le garçon n'a pas de barbe, il est considéré comme faisant partie du monde féminin. C'est une fois barbu, après l'adolescence, après la puberté, qu'il s'intègre vraiment au monde des hommes. Mais avant, il est dans le monde féminin. Mais on verra qu'il y a aussi une rupture bien avant pour que le garçon passe au monde masculin. La rupture de la circoncision, par exemple, ou la rupture du hammam, comme on verra tout à l'heure. Donc le garçon doit se désidentifier, ne doit plus s'identifier à sa mère. Et Adler, un psychanalyste, affirme que l'avènement de l'homme, dans le passage du mal à l'homme, passe par une protestation virile. Et l'acte viril par excellence, c'est le meurtre de la mère. Le premier devoir pour un homme est de ne pas être femme. Donc, tuer la mère, bien sûr, de manière symbolique, psychologique. Mais aussi, dans cette culture, la circoncision, qui est aussi un rite social et qui représente un moment où la masculinité se construit. Que veut dire circoncision? Qu'est-ce qu'on coupe? On coupe le prépuce. Et ce prépuce, il est considéré comme étant une partie femelle, comme un organe femelle sur un organe mâle. Le pénis, le gland, à son bout, il y a le prépuce. Et le prépuce, c'est comme une sorte de couverture, une sorte de chambre, une sorte de vagin, diraient certains. Et du coup, il faut purifier. Tahar, tahar plutôt. Pourquoi tahar? Parce qu'il y a purification, on purifie le mâle de tout signe de féminité. Il faut tuer tout ce qu'il y a de féminin en lui, sur lui. Et principalement le prépuce. Comme certaines autres cultures où il y a excision. Khitan al-banat, ou al-khifad. Pourquoi on coupe le clitoris? Totalement, partiellement, parce que le considère comme étant un pénis, dakar. Et on dit que la femme ne doit pas avoir de dakar, de pénis. Donc on le coupe pour la purifier elle aussi, pour qu'elle soit uniquement femelle. Donc
là, il y a une purification du petit mâle. Quand il est circoncis, il devient vraiment un homme pur biologiquement. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler la construction sexuelle de la masculinité. Et là, être masculin, c'est être hétérosexuel. C'est-à-dire avoir comme partenaire sexuel les femmes, uniquement les femmes. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes que l'on pénètre. Si on va vers les hommes, on risque d'être pénétré. Et du coup, on perd sa masculinité. Donc, être hétérosexuel, être attiré par les femmes uniquement, c'est être masculin, c'est être un homme. Et du coup, il y a éducation à ce qu'on appelle l'homophobie. Dire je hais les qualités féminines chez l'homme. L'homme n'aime pas les qualités féminines chez les hommes, comme la douceur et la tendresse. Il refoule en lui tout ce qui est féminin. Et là, le pénis de l'homme n'est plus vraiment un organe de plaisir. Il devient un organe de domination, un outil de la performance, un moyen de s'affirmer. Et cet homme patriarcal, quand il a une panne sexuelle, ça le fragilise, ça le déstabilise. Donc c'est sa partie qui est en même temps la plus forte, qui lui permet de s'imposer, mais c'est aussi la partie la plus fragile en lui. Dès qu'il y a un problème, son ego s'écroule. Donc, pour faire un peu bref, la masculinité est une performance, ingèse. Non pas au sens sportif, une performance, quelque chose à réaliser de manière permanente. 3 P. Le premier P, c'est le pouvoir, puissance sexuelle, qui lui assure le pouvoir sur les femmes. Deuxième P, le pourvoir, c'est-à-dire être capable d'entretenir la femme, les femmes, toutes les femmes de la famille. Et le troisième P, c'est la protection. Pouvoir protéger les filles, les femmes, les sœurs, les nièces. Donc, un pouvoir politique et domestique, contrôlé et géré. Et donc, c'est une masculinité qui est hégémonique. Un homme hégémonique qui est totalitaire, qui domine tout. Bien sûr, ce sont là des privilèges de pouvoir tout dominer. Mais c'est également une charge. Est-ce qu'un homme peut supporter toute cette charge-là sans fléchir, sans souffrir? S'il faillit à une de ces charges, il meurt en tant qu'homme. Il n'est plus un homme. C'est pas. Et du coup, cette masculinité, elle est toxique. Là, elle est toxique. Dans quel sens elle est toxique? Samma, rujulatun samma. Parce qu'elle intoxique la vie des autres, il est là à tout contrôler, femmes, enfants, sœurs, etc. Mais aussi vis-à-vis de soi. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis à la hauteur? Je dois tout le temps être capable et tout le temps être à la hauteur. Et finalement, on conclut que cette masculinité n'est pas une identité comme ça, n'est pas une essence qui tombe du ciel. C'est une idéologie, un système d'idées, de représentation. Quand on dit la masculinité, c'est participer à cette vision, à cette idéologie qui dit que le mâle est supérieur et qu'il doit être dominant. On y croit.
On peut ne pas y croire. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, justement, c'est de ne plus croire en la masculinité comme idéologie, de sortir du système de la masculinité comme système idéologique. Alors, en conclusion, cette théorie constructiviste, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'il y ait un passage de la notion de sexe à la notion de genre, n'est-ce pas? Le sexe n'explique pas tout. Le sexe en tant que sexe, la malitude, si je puis dire, la malitude, ad-dokura, être mal. C'est un mot qui n'existe pas en français, mais que je vous propose. Malitude. Avoir un pénis n'explique rien en soi, n'est-ce pas? Le sexe biologique n'explique rien en soi. C'est la transformation du sexe biologique en genre social qui nous montre que l'homme est un construit, est une donnée construite, est une donnée qu'on peut déconstruire aussi, n'est-ce pas? Et à partir du sexe, mâle ou femelle, on vous donne des rôles précis, on vous donne des tâches précises, on vous donne un statut précis, inégal, bien sûr. Alors, quelques définitions. Le sexe renvoie à la somme des caractéristiques biologiques qui définit le spectre des humains en tant que femelle et mâle. Être mâle ou femelle, ça, c'est le sexe biologique. Le genre, c'est la somme des valeurs culturelles, attitudes, rôles, pratiques et caractéristiques basées sur le sexe. Il reflète et perpétue les relations particulières de pouvoir et de domination entre les hommes et les femmes. Et pour compliquer un petit peu les choses, il y a une troisième notion qui est l'identité de genre. Identité de genre, qu'est-ce qu'elle signifie? Là, je vous propose de distinguer trois niveaux. Il y a le niveau biologique, le sexe, être mâle ou femelle. D'accord? Il y a le niveau social, c'est le genre. Vous êtes homme, vous êtes femme. Ça, c'est le genre. Mais il y a aussi le niveau psychologique. Qu'est-ce que moi je ressens? Est-ce que je me sens homme ou femme? Je peux être un mâle, n'est-ce pas? Avoir un pénis. La société me dit que, puisque tu as un sexe mâle, tu es un homme, mais moi je me sens femme. C'est ça ce qu'on appelle l'identité de genre. C'est un peu le transgenre. La femelle qui se sent homme, ou le mâle qui se sent femme. Ça, c'est l'identité de genre. Et quatrième notion, l'orientation sexuelle. La manière dont l'individu organise son érotique ou son attachement émotionnel en référence au sexe et au genre du partenaire impliqué dans l'activité sexuelle. Grosso modo, il y a deux orientations, soit on est hétéro, soit on est homo, soit on est les deux. C'est possible, les bisexuels. Et cette orientation, elle ne se manifeste pas seulement dans la pratique. Ça peut être seulement désir, des fantasmes, une combinaison entre le désir, le fantasme et l'action. Alors, pour ne pas trop alourdir cet exposé, il est clair, d'après la théorie constructiviste,
qui est aujourd'hui dominante, qui est présente, qui paraît fondée sur la science, n'est-ce pas? Il faut rejeter ce qu'on peut appeler le dividende patriarcal. C'est-à-dire les hommes tirent du patriarcat un dividende, c'est-à-dire un bénéfice en termes d'honneur, de prestige, de droits, de privilèges, droit de commander, uniquement parce que ce sont des mâles, uniquement. Il n'y a aucun mérite, je n'ai aucun mérite à être né mâle. Je suis né mâle sans vraiment le choisir. Mais du fait que je sois un mâle, j'ai des privilèges. Ce qu'on appelle un dividende patriarcal, parce qu'il y a un système social qui me donne ces privilèges-là par définition, dès le départ. Et c'est pour cela qu'il ne faut plus, il faut cesser de percevoir la masculinité privilégiée comme une donnée bionaturelle. Ce n'est pas une donnée bionaturelle. Même si les religions consacrent la masculinité. الرجال قوامون على النساء أو الرجال علينا درجة. Ce sont des versets qui ont été interprétés et compris dans ce sens-là. Les hommes ne sont par définition supérieurs. Et on a tendance à croire, en tant que croyants, que les hommes seront toujours supérieurs et dominants. Alors, une dernière phrase dans cette première communication, il faut rejeter cette masculinité. La rejeter, c'est un devoir moral. Un devoir moral. Et c'est aussi un devoir citoyen. Muatin. Quand on est des citoyens, on est citoyen et citoyenne, pas de domination de l'un sur l'autre. Nous avons des droits égaux en tant que femmes et en tant qu'hommes, en tant que citoyens et citoyennes. Nous avons les mêmes devoirs. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est de ma première communication. Nous sommes d'accord. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième. Je ferme ça. Et on va voir maintenant comment la masculinité est-elle construite patriarcalement par la société marocaine. Que veut dire être homme au Maroc? Comment l'enfant mâle est-il socialisé pour devenir un homme dominant? Comment l'homme est-il défini comme supériorité et comme violence à l'égard des femmes? Et pourquoi est-il défini comme exclusivement hétérosexuel? Tout cela, bien sûr, dans le cadre du Maroc. Alors, bien sûr, dès le départ, il y a une discrimination. À la naissance, je ne parle pas de maintenant, mais il y a à peu près 60 ans, 70 ans, quand c'est un garçon, c'est la grande fête. C'est des youyou, n'est-ce pas? Quand c'est une fille, la joie, elle est moindre. Et les festivités sont beaucoup moins magnifiques, n'est-ce pas? Parce que quand c'est un garçon, le garçon va transmettre le nom de famille. Il va transmettre mon nom à mes enfants. Le nom que j'ai hérité moi-même de mon père. Quand c'est une fille, la fille ne transmettra pas le nom de famille. Ses enfants, les enfants de ma fille, vont transmettre un autre nom qui m'est étranger. Et il y avait un proverbe, Dar
اللي فيها غير البنات دار خاوية. هذا مثل مغربي. الدار اللي فيها غير البنات ما تحكولوش عليه نتوما، الدار اللي فيها غير البنات دار خاوية. خاوية تماما. Donc, à partir de là, dès la naissance, le garçon, on lui dit d'aller dehors, jouer dans la rue. يتضارب مع الدراري، يلعب الكرة، يضرب، يتضرب. Mais il fait tout ça dehors, dans la rue, dans l'espace public. Par contre, la douceur, tout ça, c'est réservé à la fille. Et du coup, être mâle et femelle, naître mâle ou naître femelle, ce sont là des frontières sexuelles, ce sont aussi des frontières spatiales. C'est-à-dire que la fille n'avait pas le droit de sortir. Les femmes elles-mêmes n'avaient pas le droit de sortir. « 15 minutes. Alors je m'arrête. Non, je m'arrête. C'est pas la peine de continuer. Je peux continuer. Moi, je préparais une conférence de 1h45 minutes. Non, on peut arrêter. On peut... Hein? Non, mais moi je m'arrête là maintenant, il n'y a pas de problème, on s'arrête, on ouvre une discussion, on fait ce que vous voulez. Mais j'arrête. On ouvre un débat. Parce que c'est la veille, on vient de nous dire que c'est la veille des vacances et plusieurs étudiants vont devoir quitter tôt pour partir. Alors c'est pour ça que je suis vraiment désolée. Je respecte votre ordre. Je pense qu'on va passer au débat parce que après on va donner la parole à notre jeune artiste pour l'atelier qui va suivre et qui est en fait un atelier dont on a besoin de vous pour nous développer et puis nous présenter certains projets pour la. Si vous permettez, maintenant que ma colère est passée, oui. je vais encore parler 15 minutes. Mais pour donner quelques éléments qui peuvent servir à la créativité. La créativité, ce qu'on attend de nos étudiants. Voilà. Alors là, je vais partir justement. C'est-à-dire la thématique du sujet lui-même. Mais je suis tout le temps dans cette thématique. Non, j'ai compris bien sûr. Mais bon, pour la créativité, pour les orienter un petit peu vers ce que nous attendons de. Alors, comme je l'ai souligné, au Maroc également, la masculinité est définie comme violence. Violence polymorphe, physique, psychologique, sexuelle, économique, institutionnelle et symbolique. Et multicontextuelle. Elle se passe à la maison parentale, à la maison conjugale, au bureau, dans la rue, etc. Et la violence, pour le Marocain moyen, est un droit de l'homme. L'homme, le mâle, a le droit de violenter la femme, sa fille, son épouse, etc. Alors je vous donne quelques exemples. Parce qu'il faut que vous travaillez sur ça, précisément. Il y a des formes verbales, psychologiques et affectives. Engueuler, insulter, menacer, imposer des choses, obliger l'épouse à danser devant des amis, humilier, frustrer, ne pas parler à l'épouse pendant une longue période, négliger l'épouse, obliger l'épouse à cohabiter avec ses beaux-parents. Voilà les formes
des violences verbales, psychologiques et affectives. Les formes physiques, frapper, battre, enfermer 2-3 jours, tuer, torturer, expulser la nuit, jeter des œufs sur les filles bien maquillées et coiffées, couper la route, mutiler, interdire d'aller au café, priver l'épouse de rendre visite à ses parents. Les violences économiques, ne pas donner l'argent d'entretien à l'épouse, faire travailler l'épouse et ne pas travailler soi-même, priver l'épouse de nourriture, ne pas acheter d'habits à l'épouse, soutirer l'argent de la petite amie ou de l'épouse, faire payer des choses à la petite amie, obliger la petite amie à voler les parents pour que lui ait de l'argent. Forme sexuelle, viol, viol conjugal, toucher sans consentement, jouir du corps de la fille avec promesse de mariage sans tenir parole, tirer les habits pour voir, voyeurisme dans les toilettes, sortir avec des filles plus jeunes, tromper l'épouse, enlever une fille dans une camionnette avec l'intention de la violer. Forme juridique, priver la femme de ses droits, prendre une deuxième épouse, abandonner l'épouse, répudier de manière arbitraire. Et là, il y a aussi des formes de violence qui sont exercées par les hommes marocains, mais qui ne sont pas considérées comme violence. Draguer dans la rue. Pour beaucoup de Marocains et de Marocaines, c'est un truc normal. C'est une violence. Interdire à l'épouse d'avoir un emploi, c'est aussi une violence. D'autres violences ne sont pas mentionnées, comme imposer le voile à la fille, à la sœur ou à l'épouse. Mariage arrangé, c'est aussi une violence. Mariage précoce, c'est une violence. Retirer la fille de l'école, c'est une violence. Ne pas pouvoir se faire soigner sans l'autorisation du mari, c'est une violence. J'ai fait une étude dans la région de Hoceima, Tazataounat. La femme enceinte en état d'urgence ne peut pas aller à l'hôpital parce que le mari n'est pas là. Et elle doit attendre au risque de mourir. Exiger que la jeune fille soit vierge. Tout cela, ce sont des violences non signalées, plus celles qui sont signalées. Donc, la masculinité est principalement violence, n'est-ce pas, contre les femmes, et il faut travailler justement dans ce sens-là pour construire une masculinité apaisée, non violente, égalitaire. Merci.